Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de On se touche la planche. Et oui, un nouvel épisode cette semaine. Daniel Savoie ici pour vous. Cette semaine, j'ai envie de vous parler évidemment de hockey et on commence dans le feu du sujet de l'action Martin Saint-Louis. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de ma fascination pour Martin Saint-Louis. On l'a vu dernièrement, dimanche dernier plus précisément, faire un passage à l'émission Tout le monde en parle. Et Guillaume Lepage l'a cuisiné sur ses allégories de qu'est-ce que la différence entre quelqu'un qui joue au hockey et un joueur de hockey. Ça, là, by the way, là, c'est du bonbon. C'est du jamais vu. Coup de circuit, grand chelem, révolution. J'ai envie, premièrement, dans un premier temps, qu'on regarde l'extrait ensemble. Je vais le regarder en même temps que vous sur mon téléphone. Tu sais, il y a une grosse différence entre être quelqu'un qui joue au hockey et un joueur de hockey. Et je pense que les gars, ils savent la définition d'un joueur de hockey. Une grosse différence entre quelqu'un qui joue au hockey et un joueur de hockey. Puis ça, c'est juste au hockey que tu as le droit de faire des affaires de même. Hein? Parce que si tu te retrouves, mettons, dans la vraie vie, là, grosse différence entre quelqu'un qui fait de la comptabilité et un comptable. Une grosse différence entre quelqu'un qui poste des lettres et un facteur. C'est vrai qu'il y a une grosse différence, parce que être facteur, il faut que tu travailles pour Poste Canada, tandis que poster des lettres, tu peux poster des lettres. Mais... Plus tard dans l'entrevue, Guillaume Lepage lui a demandé, de manière un peu candide et très naïve, hein, peux-tu me nommer dans ton équipe quels sont les joueurs de hockey et quels sont ceux qui jouent au hockey? Évidemment, Martin Saint-Louis ne répondra jamais à cette question-là, mais aujourd'hui, j'ai envie, avec vous, de faire l'exercice puis de décortiquer l'aliment du Canadien puis de dire qui sont, à l'intérieur de l'équipe du Canadien de Montréal, des joueurs de hockey, qui jouent au hockey et qui sont en processus de devenir des joueurs de hockey. Le premier en tête de ligne, j'espère qu'on a tous le même, parce que sinon, on ne s'entendra vraiment pas sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'un joueur de hockey. Il y a un seul nom qui peut aller là, c'est Nick Suzuki. Numéro 2, ça ne plaira peut-être pas à certaines personnes, mais pour moi, Brendan Gallagher, c'est un joueur de hockey. Après ça, tu peux avoir le ceiling de joueur de hockey puis être en perte de croissance, en perte de vitesse, avoir un lourd contrat. Ça, c'est des choses qui existent. Mais est-ce que Brendan Gallagher, c'est un joueur de hockey? Oui. Ensuite de ça, j'ai David Savard, Caden Goulet, Mike Madison, Arbor Xhekaj, Sam Montembeault, Jake Evans. Ça en surprend peut-être une coupe, hein? Mais moi, Jake Evans, je pense que c'est un joueur de hockey, ça. Maintenant, ceux qui jouent au hockey. Même si je l'adore et je suis bien excité par son arrivée, Patrik Laine, c'est un gars qui joue au hockey. Je pense que Martin Saint-Louis veut faire de lui un joueur de hockey. Je pense que Patrik Laine peut devenir un joueur de hockey, mais présentement, je pense que Laine, c'est un gars qui joue au hockey. Josh Anderson, il joue au hockey. Dvorak, mon préféré, il joue au hockey. Joel Armia, c'est un gars qui joue au hockey, ça. Les gars qui sont en voie de devenir des joueurs de hockey, Cole Caulfield. Cole Caulfield, je sais que là, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que Cole Caulfield, son plafond est élevé. C'est un gars qui a un potentiel, mais je ne le place pas encore comme un joueur de hockey parce que je pense pas qu'il a encore vissé toutes les vis de son arsenal. Slavkovski, même chose. Il est presque là. Si on se fie à la saison dernière et comment il a terminé la saison, c'est un joueur de hockey. Fait que peut-être que dans 10 games après le début de la saison, on va pouvoir vraiment dire non, Slavkovski, c'est un joueur de hockey. En tout cas, chose certaine, il va le devenir. Kirby Dach. L'échantillon est comme pas assez gros. Tu sais, il y a des belles promesses, tout ça. C'est définitivement pas un gars qui joue au hockey. Ben, il joue au hockey, là, mais est-ce qu'il a gagné ses épaulettes de joueur de hockey? Ça s'en vient. Newhook, même chose. Roy, même chose. Lane Hudson, même chose. Écrivez dans les commentaires vos joueurs de hockey et vos joueurs qui jouent au hockey chez le Canadien. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre. J'aime tout le temps ça, vous lire. Hein? Puis j'en profite d'ailleurs pour vous dire de vous abonner à ma chaîne, de mettre un like et de commenter. On adore ça comme ça. Cette semaine, pause de Patrice Lemieux, puis je suis bien honnête avec vous, j'ai envie d'avoir vos commentaires. Là aussi, c'est comme l'épisode sondage un peu. Là. J'avais un petit peu moins d'inspiration cette semaine. Je me suis dit, tu sais, des fois ça vient plus naturellement, des fois moins naturellement. Puis là, j'ai dit, bon, mais on dirait que je vais y aller, j'en ferai pas cette semaine de Patrice Lemieux.
Puis ma question, c'est est-ce que vous êtes comme ah non ou vous êtes comme neutre par rapport à ça? Écrivez-moi, parce qu'on développe ce show-là. Hein, si vous êtes avec moi depuis le début, c'est un peu un show qu'on construit ensemble. Fait que là, on est rendu à la 5e épisode. Fait que c'est un peu de voir c'est quoi l'identité de ce show-là. C'est bien intéressant. En parlant d'identité de ce show-là, la semaine dernière, j'ai fait une entrevue avec Frédéric Turgeon, la skieuse olympique, sur un sujet qui touchait la religion. Cette semaine, encore une fois, on s'en va dans un sujet qui va peut-être en désarçonner quelques-uns, mais je vais parler de politique et de géopolitique internationale. Et pour ce faire, mesdames, messieurs, on s'en va rejoindre directement de Tokyo. Et oui, de Tokyo, on est big comme ça, on se touche la planche. Des fois, j'oublie de la toucher, mais il ne faut jamais oublier. On a au bout du fil Benoît Hardy-Chartrand. Salut Ben, merci premièrement d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci de m'avoir invité. Pour mettre les gens en contexte, Benoît, tu es un observateur à la chaire Raoul Dandurand et tu es aussi professeur à l'Université Temple au Japon, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait mes études à Montréal. J'ai fait mes études supérieures à l'UQAM, mais depuis ce temps-là, je suis associé à la chaire Raoul Dandurand, qui est bien connue dans les médias au Québec. Mais j'habite au Japon depuis environ 9 ans et j'enseigne à une université ici, l'université Temple, qui est une université américaine. Ma spécialité, c'est l'Asie, principalement l'Asie de l'Est avec la Chine, le Japon, la Corée, mais j'enseigne sur les relations internationales en général. Depuis le début de l'entrevue, je t'appelle Ben. Tu as remarqué qu'on n'est pas à Radio-Canada. Je veux juste valider si ça te gêne pas que je t'appelle Benny Boy à On se touche la planche. Non, absolument pas. All right. Rentrons dans le vif du sujet de la Chine. Tu vis en Asie depuis longtemps, tu es un passionné de tout ça. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir visité puis vécu au Vietnam beaucoup. Puis j'ai fait plusieurs pays en Asie du Sud-Est puis en Asie de l'Est. Puis il y a un point qui est toujours en commun, puis corrige-moi si tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est que chaque pays qui n'est pas la Chine en Asie, j'ai l'impression qu'ils ont une petite réticence, une petite retenue, voire même peut-être une petite aversion de la Chine. Premièrement, est-ce que tu es d'accord avec mon observation? Bien, évidemment, avec certaines nuances. Puis si oui, bien, comment on peut expliquer ça à l'intérieur du point de vue asiatique? Oui, je suis d'accord avec toi dans une certaine mesure. Et comme tu l'as toi-même mentionné, il y a certaines nuances à apporter, surtout que ça dépend des pays. Il y a des pays dans la région qui entretiennent des relations passablement difficiles avec la Chine. Le pays où je me trouve, le Japon, en est un. En Asie du Sud-Est aussi, tu mentionnais que tu as passé beaucoup de temps en Asie du Sud-Est, au Vietnam, par exemple. La Chine et le Vietnam ont aussi une histoire compliquée. La Chine a déjà envahi le Vietnam. La dernière fois, c'était en 1979. La Chine est perçue comme le pays est un peu dominant, qui tente de vouloir en faire à sa tête dans la région. Mais il y a d'autres pays, c'est là que j'apporte la nuance à ta question, c'est qu'il y a d'autres pays dans la région aussi qui sont très proches de la Chine. Le Laos, le Cambodge particulièrement, est à peu près complètement dominé, je ne sais pas si c'est nécessairement le bon mot, mais la Chine a une influence prédominante au Cambodge en termes d'investissement, en termes d'influence politique. On fait souvent référence à la Chine comme une puissance mondiale qui est en voie de détrôner les États-Unis. À ton avis, au moment où on se parle, est-ce que la Chine est devenue sur la planète la première puissance mondiale en 2024? Non, pas encore, mais il est certain que l'écart entre les États-Unis et la Chine se rétrécit à chaque année. Mais lorsqu'on parle d'influence, de capacité d'influencer le cours des choses lorsqu'on parle de l'économie mondiale, lorsqu'on parle de différents conflits armés, géopolitiques. Partout dans le monde, les États-Unis demeurent encore pour l'instant le pays le plus influent, le pays avec le plus de capacité. J'aimerais amener ton attention vers à l'intérieur l'aspect social. Tu sais, si on regarde les États-Unis présentement d'un point de vue intérieur, socialement, j'ai l'impression que c'est un pays qui s'en va dans une direction hasardeuse où il y a beaucoup de turbulences. Le mot guerre civile est beaucoup trop fort, mais il y a des tensions qui sont très vives qui, je pense, nuisent beaucoup au pays. C'est quoi le son de cloche qu'on a du côté chinois? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du pays pour les habitants? On entend des choses des fois qu'il y a du contrôle, ainsi de suite. À quel point c'est vrai ou faux? J'aimerais avoir ton opinion là-dessus un peu.
Ouais, tu fais bien de mettre en contraste les États-Unis et la Chine parce que du côté de stabilité sociale, les deux pays s'en vont dans des directions passablement différentes. C'est vrai que surtout depuis l'arrivée au pouvoir du président actuel, Xi Jinping, qui est au pouvoir depuis 2012, il y a plus de contrôle social qu'auparavant. Mais de ce que l'on sait, puis ça vient non seulement de rares sondages qui viennent de la Chine, mais de toutes les indications qu'on voit, c'est que de manière générale, la population chinoise semble se ranger derrière non seulement le président Xi Jinping, mais aussi le Parti communiste chinois en général. Mais de manière générale, il semblerait quand même que la situation sociale en Chine soit beaucoup plus stable que ce qu'on voit en Occident. Puis ça, pour ceux qui souhaitent cette stabilité-là, du côté chinois, il faut regarder du côté du gouvernement sa capacité à avoir conservé un contrôle, une main très, très solide sur l'opinion publique puis sur le public en général. En terminant, je sais que tu joues au hockey dans pas long. On en parlera avant que tu parles. Je veux que tu me dises quel genre de joueur que tu es. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour d'horizon des plus grands alliés de la Chine. Vite comme ça, je pense que la Russie en est un. Est-ce que je me trompe? Dans le cas de la Chine et la Russie, il n'y a pas d'entente formelle. Il n'y a rien de légal qui fait en sorte qu'ils vont s'aider mutuellement. Il y a un seul allié que la Chine a, et c'est la Corée du Nord. Si jamais il y a une guerre avec la Corée du Nord, est-ce que la Chine va vraiment y participer? C'est pas clair, mais ils ont quand même une entente formelle. La Russie et la Chine, c'est une relation qui est très forte et qui s'est très, très, très renforcée dans les dernières années. Ils ont signé toutes sortes d'ententes, mais il n'y a pas d'entente formelle en termes de défense ou quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas les traiter ou les qualifier d'alliés, mais ils sont quand même très proches. Ce sont des partenaires stratégiques. C'est le mot qu'eux-mêmes emploient. Ils s'aident sur toutes sortes de plans, technologie également, maritime. Ils font des exercices militaires à l'occasion aussi en Asie de l'Est. Il y a beaucoup de coopération entre les deux pays, mais surtout, c'est que ces deux pays-là sont rendus proches parce qu'ils ont tous les deux une même vision du monde où ils veulent un monde dans lequel les pays autocratiques ou autoritaires, ce que ces deux pays-là sont, un monde dans lequel ça va être plus facile pour ces pays-là d'évoluer, de naviguer sans faire l'objet de sanctions ou d'opposition de l'Occident. Les deux ont des valeurs semblables, mais ils ne veulent pas l'ordre international libéral qui domine actuel. Ils veulent des institutions qui sont moins dominées par l'Occident finalement. Alors, tous les deux ont beaucoup, beaucoup d'intérêt à travailler ensemble, à coopérer ensemble pour faire émerger ce nouveau monde-là qu'ils veulent. Avec l'élection présidentielle qui s'en vient en novembre aux États-Unis, qui tu penses que Xi Jinping, est-ce que Xi Jinping a une préférence d'administration s'il y avait à choisir, selon toi? C'est une super bonne question. J'en ai parlé quand je suis dans des discussions aussi ou dans des conférences. C'est une question qui revient très, très souvent. Moi, si j'avais à mettre un petit 2 là-dessus, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un petit 2, ça s'appelle les Toonie, hein? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu au Québec. Si j'avais un petit 2, un petit Toonie à mettre là-dessus, je dirais que Xi Jinping préférerait une présidence Trump. Pendant que Trump était au pouvoir, il a beaucoup nui aux relations entre les États-Unis et ses alliés en Asie. Une présidence Trump veut dire un certain retrait des États-Unis, non seulement de la région, mais aussi des instances internationales comme l'ONU. Et tout ça, ça laisse un certain vide que la Chine pourrait remplir. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui l'avantagerait. Mais clairement, avoir des États-Unis qui est dirigé par Trump, ça fait mal à la réputation américaine et ça peut être favorable à la position chinoise en termes de pays qui peut avoir l'air plus responsable, un pays qui est un pays qui est dirigé de manière plus ferme et surtout plus responsable par ses dirigeants. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis je te laisse aller là-dessus en disant merci beaucoup. Mais avant de te laisser aller, on s'est dit, tu m'as dit avant d'entrer en ondes que directement de Tokyo, du Japon, tu allais jouer ta game de hockey ce soir dans quelques minutes, je pense, si tu t'en vas là. Peux-tu prendre juste 2-3 minutes m'expliquer comment ça marche? C'est quoi cette histoire-là du hockey, des ligues de garage au Japon? D'abord, Dan, il y a du hockey partout dans le monde. Les gens, je pense, qui n'en sont pas nécessairement très, très conscients. Il y a du hockey. Le Japon, il y a beaucoup de hockey ici. Il y a
3 semaines, on est quoi? On est le 20 quelques septembre. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais en Afrique du Sud. Je suis allé jouer au hockey sur glace, oui, en Afrique du Sud. J'ai joué du hockey dans plein de pays dans la région. J'ai joué au hockey en Indonésie, en Mongolie, en Thaïlande. J'ai joué en Inde aussi. J'ai battu un record du monde pour avoir joué dans le match en plus haute altitude. Moi, 1 seconde, c'est un certificat des Guinness World Record, record Guinness. Ça a été fait en Inde il y a quelques années. Donc, ça pour dire que lorsque on voit qu'il y a du hockey beaucoup un peu partout dans le monde, c'est pas si surprenant ça finalement qu'il y ait du hockey au Japon. Donc moi, depuis que je suis arrivé ici, ça fait 9 ans que j'habite au Japon, j'ai presque toujours joué au hockey. Je fais partie d'une ligue ici, puis je pratique 2-3 fois par semaine, grosso modo. Laisse-moi deviner, j'ai l'impression que tu es un attaquant. Est-ce que je me trompe? Tu as fait raison. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un attaquant? Feeling. Les gars de hockey, on se feel. Benoît Hardy-Chartrand, merci d'avoir été là. Je te souhaite une belle game, puis continue tes fines analyses géopolitiques parce qu'on les adore. Merci, ça fait plaisir. Très plaisir. Je suis en train de faire le montage, puis je me rends compte que j'ai oublié de faire une conclusion. Ça s'est passé vite, hein? On a passé un beau moment avec Ben, c'était vraiment le fun. Je ne m'attendais pas à une belle discussion comme ça. Je sais que je vous prends un peu des fois par surprise avec ce podcast-là. On ne s'attend pas de moi à ce que j'aille un invité puis qu'il y ait une discussion de plusieurs minutes sur la géopolitique puis la Chine. Mais c'est ça qui s'est passé. Si vous avez apprécié, moi j'en suis full content. Puis encore une fois, je vous remercie d'être là. Puis je vous invite à mettre un like et vous abonner à ma chaîne. Vous n'avez pas idée à quel point les abonnements puis les likes et les commentaires, ça aide à faire grandir tout ça. J'ai un beau petit sujet la semaine prochaine, une entrevue. Si tout se passe bien, avec un... Ah non, je le tease pas. C'est ça, on touche du bois, j'espère que ça va marcher, mais je ne veux pas le teaser parce que d'un coup, je le tease puis ça ne marchera pas. Fait qu'on se voit la semaine prochaine.